Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans le talk de France Info. Comment allez-vous? Très heureuse de vous retrouver. Est-ce que ça va le chat? Bon, je vais parler de ce sujet tout de suite parce que je vous connais, je vous vois arriver. Oui, je me fonds dans le décor. Donc les gens qui nous écoutent en podcast audio ne peuvent pas le voir. Mais voilà, j'ai mis un t-shirt vert qui est exactement de la même couleur que le fond. Donc voilà, je suis incrustée dans le fond, pas d'inquiétude et on ne se moque pas parce que je vous vois en train d'isoler ce passage pour le tweeter sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est la fin de l'année, que voulez-vous? Ce matin, je me suis dit, tiens, je mets jamais de verre, mais en fait, je sais pourquoi. Voilà, donc le sujet est clos. Bravo la pro de la vidéo, Jugraphe qui dit dans le chat. Ben oui, merci Julien, j'espère que tu vas bien. Comment allez-vous en ce mardi? Je rappelle le talk qu'on est ensemble pendant 1 heure sur Twitch et en podcast audio aussi, donc pour décrypter ensemble un sujet d'actualité, un sujet de société, parfois on élargit un petit peu avec des invités donc, qui sont là en plateau avec nous, qui sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui le thème de l'émission, comment travaillerons-nous demain? C'est un sujet évidemment qui concerne tout le monde, plus ou moins. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. Quelle vision vous avez, quel rapport vous avez avec le travail? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous avez toujours fait carrière dans le même domaine? Est-ce que vous faites plusieurs métiers différents ou pas? Dites-nous un petit peu. Vous pouvez dès à présent commencer à nous partager votre expérience dans le chat. Et puis comme ça, moi, après, j'y jette un petit coup d'œil et puis je fais remonter vos témoignages aux invités. C'est toujours intéressant. Donc ce soir, on va s'intéresser à l'évolution de notre rapport au travail. Alors le travail, on n'en a jamais autant parlé, j'ai l'impression, que ces dernières années. Le Covid, par exemple, nous a montré que dans certains cas, on pouvait travailler depuis chez soi, que c'était possible et que ça a marché, ou qu'il y avait des métiers plus essentiels que d'autres. Par exemple, nouveau terme qui est apparu, et puis la sphère privée qui a été replacée quand même au centre des préoccupations, on va en reparler. Ensuite, il y a eu il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites aussi qui nous a montré qu'une partie des Français ne voulaient pas travailler plus longtemps, en tout cas pas dans ces conditions-là. Et puis la crise climatique et plus largement la crise sociale qui ont également fait émerger une autre préoccupation qui est celle du sens qu'a notre travail. Le simple fait de gagner de l'argent, dans certains cas, ne suffit plus. Mais finalement, quand on dit que les Français, alors parfois on entend les jeunes ne rêvent plus de CDI, etc. Quand on parle des Français qui cumulent plusieurs emplois, les slasheurs, ou quand on parle des Français qui bifurquent, donc par exemple quand on passe du métier d'ingénieur à celui de menuisier, de qui parlons-nous exactement? C'est aussi une question qu'on va se poser. Est-ce que cette révolution du travail, elle concerne tout le monde? Être plus heureux au travail, plus équilibré dans sa vie, est-ce que c'est toute la société qui va dans ce sens, ou juste une partie, et comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'oubliés? Par exemple, celles et ceux qui ne peuvent pas télétravailler, comment on fait pour compenser? Voilà, ce soir, on va parler de toutes ces questions. Rataflup, multiples reconversions pro, paramédicales, enseignement et préparation CAPES. Jugraphe, je travaille gratuitement avec toi. Oh là là, parce que Jugraphe nous fait des dessins de presse pour illustrer le sujet du jour. Je vous présente nos invités tout de suite. Armelle Auger, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Armelle Auger, vous êtes essayiste et journaliste pour Oui Demain. Oui. Et vous venez... Ah oui, il ne faut pas oublier le micro. Faut pas oublier de le mettre bien devant. C'est le petit réflexe, après c'est bon. Donc vous venez d'ailleurs de publier, donc c'est dans le numéro de Oui Demain. Qui sort là. Qui est sorti en mai. Juste de sortir fin mai, donc c'est un trimestriel. C'est vraiment, tout nouveau. Oui. Et donc vous avez... enquêté, vous avez écrit une enquête sur cette nouvelle façon de travailler, mais surtout aussi sur cette nouvelle façon d'envisager cette fameuse valeur travail qui est une mutation, une double mutation, on en discutera tout à l'heure, qui pour moi est un des grands bouleversements du monde d'aujourd'hui et du nouveau monde à venir, qui est déjà là d'ailleurs, mais qui va continuer d'évoluer et de bouleverser bien de nos données. Voilà. Vous allez nous raconter tout ça. Et Mathieu Amaré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Manon. Ça va? Ça va, nickel. Mathieu Amaré, donc responsable de la rédaction européenne chez Welcome to the Jungle, pour les gens
qui ne connaissent pas ce qu'est Welcome to the Jungle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que il y a plusieurs... Il y a plusieurs entités, il y a plusieurs départements. Plusieurs casquettes. Oui, tout à fait. Welcome to the Jungle, c'est une solution pour promouvoir la marque employeur des entreprises, premièrement. Deuxièmement, c'est un job board, donc c'est là où on cherche du travail. D'accord. Donc une plateforme, oui, une plateforme, un job board, voilà, pardon pour l'anglais, mais c'est une plateforme pour rechercher de l'emploi et c'est aussi un média pour lequel je travaille, du coup, et qui s'occupe de donner des conseils, décrypter et inspirer toute une catégorie d'acteurs qui vont des étudiants, en passant par les candidats, jusqu'à ce qu'on appelle les decision makers chez nous, un terme un peu barbare, mais qui veut dire les décideurs, donc les recruteurs, les managers, etc. Et sur les réseaux sociaux, on trouve pas mal de vidéos justement avec des gens qui décryptent justement aussi les révolutions, les évolutions en cours dans le monde du travail. Et est-ce qu'à Welcome to the Jungle, vous expérimentez certaines choses, la semaine de 4 jours, le télétravail? Exactement. Est-ce que vous analysez et en même temps vous expérimentez? Oui, exactement. Vous m'enlevez le mot de la bouche un peu. C'est Welcome to the Jungle, c'est aussi un terrain d'expérimentation pour les propres sujets qu'on va prôner ensuite en fait, auprès des décideurs, mais auprès de l'ensemble du lectorat du média. La semaine de 4 jours en fait partie. On a aussi une politique sur la parentalité qui est assez innovante, puisqu'on permet aux gens, donc aux deuxièmes parents, les papas, d'avoir un mois ou le deuxième parent, d'avoir en fait un mois et demi de congé. Comme à Radio France. Comme à Radio France. À Radio France, c'est 50 jours pour le deuxième parent, ce qui est assez... En fait, c'est 2 fois plus que la loi, quoi. Ouais. On a la semaine de 4 jours, on a aussi une politique de télétravail qui est assez flex. En fait, tous les collaborateurs de Welcome peuvent télétravailler en Europe pendant 2 semaines consécutives, de n'importe où. D'accord, donc voilà. Mobilité. Ouais, et aujourd'hui, on a 30% de nos effectifs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais je vais me faire reprendre dans le chat par des gens de Welcome, qui sont en full remote chez nous, qui travaillent de Biarritz, d'autres pays européens, d'autres régions de France, etc. Donc, effectivement, terrain d'expérimentation qu'on éprouve aussi par une communauté d'experts qui s'appelle le Lab. Donc les experts dont vous parlez sur les vidéos et sur nos canaux sociaux, enfin sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, etc. C'est eux, pas que, mais c'est souvent eux. Et Blacky Nounours dans le chat qui dit Welcome to the Jungle, c'est une chanson des Guns N' Roses facile. Exactement, voilà, l'inspiration des fondateurs, je pense. Enfin, une des inspirations. Armel, Mathieu vient de nous décrire un petit peu le fonctionnement de Welcome to the Jungle. C'est un peu ça, l'entreprise de demain, d'aujourd'hui, qui est en train de... c'est ce vers quoi on va. Qu'elle soit flexible, avec, j'imagine, un management plutôt horizontal, avec des... Ça, bon, je vais pas... Est-ce que ça existe vraiment, ça? Ça, c'est pour les façons de travailler, mais ça va plus loin, puisque les nouvelles façons d'envisager le travail, c'est de moins en moins de salariat, c'est de plus en plus d'autonomie, c'est de plus en plus d'aspiration, en tout cas à l'autonomie, à la créativité, à la flexibilité, au temps surtout, avoir du temps libre, La grande mutation, alors moi ce qui me fascine, c'est que vraiment je pense que le bouleversement est énorme parce qu'il est de deux domaines. Il est sur le domaine de la façon de travailler lié aux outils comme la robotisation, l'IA. Bon, tout le monde sait, ChatGPT, les journalistes les premiers. Moi, j'ai des amis dans des journaux. Les petits textes, ils sont déjà faits par ChatGPT. On le sait. Les enseignants, les avocats. Il y a un avocat qui a essayé d'ailleurs, et il a sorti que des faux... Mais il travaille déjà. Ça vous remplace un stagiaire nuit et jour en 3 minutes. Donc, l'enquête de Goldman Sachs sur ChatGPT, c'est quand même 350 millions d'emplois qui vont disparaître, qui vont être remplacés. Alors, il y a un merveilleux... C'est aux États-Unis, non? Aux États-Unis, voilà. Il y a un merveilleux oxymore, on appelle ça la destruction créative. Donc, des tas d'emplois qui vont disparaître. 47% des emplois d'aujourd'hui, ils n'existeront plus dans 7 ans. Mais il faut que ça en crée d'autres. Nouveaux emplois, mais en attendant, sûrement des gens qui vont peut-être bien un petit peu rester aussi sur le bas-côté. Alors, il y a cette nouvelle façon de travailler. Il y a le réchauffement climatique. On ne va plus travailler dans les mêmes régions, on ne va plus travailler dans les mêmes horaires. Quand vous discutez justement avec des gens du bâtiment,
ils y réfléchissent, parce que dans 5 ans, dans le Midi, on ne travaillera plus sur les chantiers de la même façon. Et ce qui est tout aussi profond, c'est la mutation, surtout sur la valeur travail. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot travail? Ça a géré, ça a identifié nos vies socialement, financièrement, etc. Et pour toute une génération, mais pas que les jeunes, pas que les 18-30. Oui, parce qu'on stigmatise souvent pas que les jeunes en disant mais eux particulièrement. Le travail n'est plus au cœur, c'est plus ce qui vous définit, c'est plus... Il y avait quelqu'un qui disait, dans les CV avant, vous aviez les petits trucs hobby et tout, et puis vous définissiez tout ce qu'il fallait faire. C'était ça les hobbies. Et maintenant, ce qui est la vie, et ce qui définit le travail, on cherche un travail, ou en tout cas on veut chercher un travail par rapport à ses hobbies, par rapport à sa vie familiale, par rapport au fait qu'on veut bouger, on appelle ça les hirondelles, c'est-à-dire qu'on fait un job, on le fait très bien, puis après on arrête, on voyage, puis après on fait une autre formation, etc. Enfin, il y a donc toutes ces nouvelles ethnies, les slasheurs, les bifurcateurs qu'on a essayé de rencontrer dans Oui Demain. Après, et c'est... totalement une redéfinition de la valeur travail qui n'est plus au centre, qui risque de n'être plus au centre de nos vies comme elle l'a été depuis l'industrialisation. Nawal Paris dans le chat qui dit « Tant mieux, il faut travailler pour vivre, mais pas vivre pour travailler ». Mathieu, qu'est-ce qu'on met derrière la notion travail? Qu'est-ce que vous mettez, par exemple? Plusieurs choses. C'est vrai qu'on a plusieurs définitions du mot travail aujourd'hui, et je pense qu'il y a autant de définitions du mot travail que de personnes qui l'exercent, pour faire une phrase à peu près correcte. Mais en fait, on peut se dire que le travail, c'est une activité rémunérée. Donc à la fin, en fait, il y a des contreparties, un salaire notamment, etc. On peut se dire qu'une activité aussi... alors, le travail, c'est une activité au sens très large pour lequel, en fait, on met un effort derrière, et pour le coup, qui ne vise pas forcément une transaction financière. Il y a des bénévoles qui peuvent travailler. En fait, on peut travailler aussi pour une passion, etc., sans forcément être payé. Il y a 1 milliard de définitions du mot travail, mais ce que vous dit votre auditeur ici, c'est exactement ce dont on est en train d'assister, avec en plus un moment, je pense, politique extrêmement intéressant, qui a replacé la question du travail au centre de nos vies, en termes de temps, en termes d'occupation, etc. Moi, je suis d'accord avec vous, mais de se dire que le travail est moins important qu'avant, mais encore, il faut définir la place du travail. Qu'est-ce que c'est que la place du travail? Est-ce que c'est une place en termes d'heures, c'est-à-dire la place qu'on occupe dans le temps de travail, c'est-à-dire dans le milieu de l'entreprise? Est-ce que c'est le fameux 9-17? Ou est-ce que c'est la place du travail, comment on l'a défini, le sens, etc., qui occupe aussi les esprits de, je pense, des millions de personnes en France, une fois qu'ils ont quitté leur domicile de travail, une fois qu'ils ont claquer leur laptop. Donc, tous ces bouleversements autour du travail, c'est ce dont on parle chez Welcome to Jungle, dans le média, etc. C'est aussi des témoignages en fait, qui nous parviennent de plein de gens qui nous disent effectivement travailler moins pour vivre mieux, etc. La semaine de 4 jours, dont on va parler, je pense, avec un peu plus de précision tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que je note aujourd'hui, c'est que j'ai jamais autant vu en tant que journaliste et même l'équipe de préoccupation en fait, sur la définition du travail, comment elle occupe nos vies, etc. À la faveur, en plus, encore une fois, j'y reviens, on va peut-être en parler d'un moment important qui est celui de la réforme des retraites. Ou d'ailleurs, quand vous baladez dans les cortèges, ça parlait évidemment du report de l'âge légal, mais ça parlait pas tellement de la réforme des retraites en soi. Ça parlait aussi beaucoup du travail autour, en soi. Du travail en général, oui, tout à fait. Armelle, Mathieu l'a évoqué, le côté un peu sacrificiel. Ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Oui, on refuse, on n'accepte plus la jeune tellement génération. Le côté, justement, dans les manifs, on voyait arrêter de perdre sa vie à la gagner, le travail tuons le travail, parce que ça va assez loin, avec des gens qui redéfinissent le travail en disant, par exemple, les déserteurs, entre guillemets, c'est travailler, c'est pas obligatoirement être productif. On peut travailler aussi en s'occupant de proches, en s'occupant de son village, en s'occupant de politique, etc. Bon, c'est pas lié obligatoirement à un salaire, c'est en tout cas comme ça que le voient certains. Et on voyait tous ces mots d'ordre, oui, qui étaient d'abord la vie, d'abord l'individu, d'abord la personnalisation. On n'est plus dans une société du collectif, alors qu'on parle énormément de collaboratif, etc. C'est là un petit peu les paradoxes. Et tous ceux qui ne veulent plus
qui sont aussi des déserteurs, qui ne veulent plus être soignants, infirmiers, etc., avec des horaires, tous les métiers de bouche, qui ne veulent plus. Donc les déserteurs, ce sont voilà, ceux qui qui quittent... peuvent être les fameux déserteurs des écoles après le discours d'Agritech en disant on ne veut plus travailler non plus à perdre notre âme, mais il y a aussi ceux qui disent on ne veut plus travailler à perdre notre vie. Et on a eu des témoignages comme ça de gens qui travaillaient dans l'hôtellerie, la restauration, les métiers de bouche, tout ça, des jeunes. Non, on veut plus travailler le week-end, on ne veut pas travailler la nuit, on veut avoir une vie, on veut voir son copain, sa copine, se balader, voyager, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas quand même une forme, c'est quand même une chance de pouvoir aspirer à une vie avec plus de temps pour soi, etc. Il y a quand même des gens qui n'ont pas tellement le choix et qui prennent n'importe quel travail à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et qui ont ce désir-là, j'imagine, au fond d'eux comme n'importe quel humain, mais qui n'ont même pas la possibilité de l'envisager. Parce que... On disait avant, oui, ce sont des étudiants, ce sont les gens qui ont fait les grandes écoles et qui disent non, on ne rentrera pas dans telle ou telle boîte parce que ça ne colle pas à nos valeurs, notre sens, etc. On a interviewé, nous, comme ça, une déserte heureuse, puisque c'est un collectif qui s'appelle comme ça. Il y en a plusieurs qui regroupent des grandes écoles, qui vivent, elle dit, moi je vis avec sobriété, 600, 800 euros par mois, je dors dans des lieux qu'on nous prête. Bon, elle est jeune, mais ce qu'elle dit aussi, c'est que justement, pourquoi il y a des tas de gens qui ne trouvent plus ces métiers où avant on y allait en disant parce que il faut bien gagner sa vie et donc la restauration, apprenti, restauration, bâtiment, conducteur de bus, faire les colonies de vacances, ils ne trouvent plus non plus, etc. Parce aujourd'hui c'est des métiers en tension. Voilà. Et le nombre de métiers en tension, c'est surtout l'étonnant, c'est le nombre, mais la disparité de ces métiers. Donc même des gens qui avant disaient faut bien bosser, c'est pas marrant mais j'y vais, ne veulent plus y aller. Mais si tant est qu'on peut un peu conscientiser la question, je pense que vous avez raison de dire qu'en fait, c'est des métiers qui, quand on bosse, en fait, quand on fait les 3-8, etc., quand on bosse 120 heures par semaine, quand on bosse dans les métiers du bâtiment, quand on est caissière, etc., je pense que déjà, pour prendre conscience de ce qu'on vit, il faut se poser la question, avoir le temps et le recul nécessaire pour le faire. Aujourd'hui, c'est des considérations qu'on pense élitistes, parce que justement, ce sont des gens qui ont fait des grandes écoles, qui sont capables d'avoir un recul aussi sur leurs propres activités et qui sont capables de politiser la question. Moi, ce que j'aime bien dans ce moment-là, et ce que j'ai bien aimé en tant que journaliste pendant ces 3 derniers mois, qui ont un peu rythmé l'année, c'était que la question du travail, elle était un peu politisée. Pour une fois, on sortait un petit peu c'est une discussion, le sens au travail, qui de toute façon est un truc de privilégié, et puis de l'autre côté, il y a des gens qui peuvent pas se le dire. Et en fait, elle n'est pas si nouvelle que ça, parce qu'à vous écouter, quand en fait les slogans qu'on voyait dans les cortèges, dans les manifs, sur les pancartes, ne travaillez, on va pas perdre notre vie à la gagner, travaillez moins, etc. Ça me rappelle 68, que j'ai pas connu évidemment, mais en tout cas que je voyais, c'est le fameux TAD de Guy Debord, ne travaillez jamais, etc. On est dans un moment, je pense, de grand bouleversement qui va au-delà du travail. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a des problèmes structurels, la transition démographique, je pense qu'on va en parler. On remet tout en question. On remet tout en question, la transition écologique, il y a la guerre en Ukraine, il y a le Covid, etc. Et je pense que ce qui est intéressant, en tout cas, ce qu'on trouve passionnant à la rédaction chez Welcome to Jungle, et c'est pour ça qu'on adore notre objet éditorial, c'est qu'en fait, on est au carrefour, la place du travail aujourd'hui, elle est au carrefour de plein de vies et de plein de sujets. Donc, pour revenir à votre question, c'est difficile pour des gens de sortir, de s'arracher en fait dans un quotidien qui est aliénant, qui est difficile, où en fait on fait les 3-8 et encore une fois en fait on n'a qu'une chose à penser, c'est se coucher le soir pour repartir le lendemain au charbon. Le dimanche on oublie complètement les choses, etc. Et je pense qu'en fait on doit se poser la question en fait en tant que société, et c'est pour ça qu'une conversation sur le monde du travail, elle est nécessaire pour que justement toutes les catégories de population, toutes les catégories d'actifs et tous les secteurs d'activité puissent participer à cette grande conversation sur le monde du travail. On a un déserteur dans le chat, Volka Schulz, qui dit « Bonsoir tout le monde, je suis déserteur ». Déserteur. Yann Amat... On utilise le mot déserteur, oui. Vraiment Bierfurker, mais déserteur. Oui. Yann Amat qui dit « Le problème du sens de l'emploi est-il une préoccupation pour les actifs les plus aisés ?» Bon, là, on vient de répondre. Armel, est-ce qu'il n'y a pas aussi, en tout cas, quand on observe plutôt la jeune génération, un effet, on a vu nos parents et nos grands-parents s'user à la tâche, voire même mourir à cause du travail.
Et ne pas être heureux au travail. Et on veut pas de cette vie. Tout à fait. Notre grand-père, on l'a jamais vu parce qu'il faisait que travailler. Bien sûr. Avec ce côté, je donne beaucoup et je reçois pas. Je reçois pas simplement en argent, hein, en reconnaissance, content, mais en reconnaissance, en valeur. On a eu comme ça quelqu'un qui a bifurqué et qui le dit, qui dit, moi j'ai mon papa, il a bossé toute sa vie, c'était dur, il aimait pas son boulot et puis il attendait justement cette notion de retraite. Il est parti, hélas avant, fatigué, hein, il est décédé. Et moi, c'est hors de question. J'ai eu des tas de boulots où j'essayais de proposer des choses, on m'écoutait pas, où j'ai compris très vite que ça servait à rien de donner beaucoup parce que vous ne receviez pas. Et on a donc, dans les années 90, vous aviez encore 60% des Français qui disaient ouais, il y a un bon équilibre, je donne beaucoup, mais je reçois beaucoup, que ce soit en valorisation, en équipe, en lien social, que donner le travail, etc. Et maintenant, c'est exactement le cas, il n'y a même pas 20%. Ils disent, moi je peux donner, mais on ne reçoit jamais. Donc, donnons le minimum et on a donc tout ce côté j'en fais le moins, vous savez, tous ces hashtags, la grande émission, le côté j'en fais de moins en moins. J'en fais peu, je fais juste ce qu'il faut. Ça sert à rien, quoi. Très grosse défiance vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de ce qu'elle peut donner, vis-à-vis de ce que déception. Et puis surtout, la vie est très courte donner tout à son boulot, non, il y a beaucoup de choses à vivre à côté. Voilà. Et comment on explique cette sensation de pas recevoir suffisamment en retour, de pas avoir assez de reconnaissance? Ça vient par des données statistiques très rationnelles. Hein. Aujourd'hui, je pense que des salaires pour certaines professions. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, je suis pas un expert, mais je pense que la courbe des salaires, elle augmente moins vite que celle des loyers, par exemple. Aujourd'hui, sur le jeu à Paris, quelqu'un qui gagne 2 000 euros, ce qui est à peu près le salaire médian, je crois, d'un jeune qui arrive sur le marché du travail, ne suffit pas pour vivre à Paris, en fait. Donc, quand on parle, en fait, de salaire, etc., ou qu'il ne suffit plus et qu'il faut aborder le sens au travail en même temps, je suis d'accord. Mais par contre, et c'est ce qu'on voit dans toutes les enquêtes d'opinion qui le disent, le premier des motifs pour travailler, ça reste quand même, surtout chez les jeunes générations, une rémunération qui est juste et qui est indexée sur l'inflation, etc. On en a beaucoup parlé de cette inflation-là. Aujourd'hui, très très peu d'entreprises en fait ont indexé le salaire sur l'inflation de ce qu'on a vu. Donc, je pense que aujourd'hui, les gens ils sont plus dupes, ils sont un peu plus instruits, ils sont plus éduqués, ils voient aussi un petit peu ce qui se passe, etc. Ils veulent plus bosser pour rien. Ils se disent surtout en fait, maintenant, je m'arrache un peu au travail, au taf tous les jours. J'y vais, je fais 70 heures par semaine, etc. Et je peux même pas vivre décemment. C'est un peu compliqué. Donc je pense que c'est la première alerte. Il y en a d'autres des désalignements, mais celui-là, je pense, il est nécessité, quoi. Enfin, c'est sûr, mais il y a aussi le fait de un peu la revanche des travailleurs, en fait. La notion de si vous me laissiez un petit peu d'autonomie, un peu de créativité, trouver ce côté du sens, quoi. Ouais. Je me lève le matin, c'est plutôt j'ai un rôle à jouer, j'ai un truc. Se sentent pas du tout valorisés dans leur boulot, donc pas valorisés, utilisés, mal payé, voilà quoi, le matin. Maltraité parfois. Et puis la souffrance au travail, regardez les chiffres, c'est énorme. Les burn-out, surtout en France. Ce qu'on appelle en France, on est le pays qui a le champion du burn-out. Vous vous rendez compte du burn-out. Mais c'est énorme. Du coup, on allait la boule au ventre le lundi. On comprend un peu mieux, je trouve. Les gens on comprend un peu mieux la contestation, surtout des jeunes générations à qui d'ailleurs on oppose. Enfin, toujours la même chose. Hein. C'est les anciennes générations qui disent de toute façon, les jeunes, ils veulent plus bosser, etc. Oui, c'est terrible. Ils veulent plus bosser ils veulent bosser autrement. Ils sont feignants, c'est ce que dit ils Salomé ont la Saké flemme. dans son livre qui est très médiatisé là-dessus. Où elle met le doigt sur autre chose, quoi. Ouais, il demande juste autre chose. Mais en fait, moi, elle m'intéresse, ces revendications, parce qu'en fait, elles mettent enfin le doigt sur un problème que ma génération, par exemple, j'ai 35 ans, moi, quand j'ai commencé à bosser, on n'interrogeait pas les choses. C'était un impensé un peu. On faisait des stagiaires. On faisait, il fallait... c'était un peu... je pense qu'il y avait même, dans chaque période un peu de nos vies et dans chaque époque, en fait, il y a aussi une discussion à avoir. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Encore une fois, j'y reviens. Parce qu'à l'époque, en fait, on n'avait aucun repère. En fait, on était peut-être un peu plus exploité que la jeune génération d'aujourd'hui, mais surtout, on se battait pas contre, on luttait pas contre. Et du coup, on ne permettait pas, en fait, à nos employeurs de se rendre compte, en fait, de la situation. Aujourd'hui, la partition et le rapport de force qu'il y a entre employeur et employé, il change. Il change et c'est intéressant. Après, à savoir de quel camp on se place, etc. Mais en tout cas, il est intéressant à analyser. Et il y a des jeunes générations aujourd'hui qui, en fait, mettent les employeurs le nez dans des préoccupations qui, aujourd'hui,
peuvent paraître essentielles demain. Oui, non, mais j'allais dire, il y a une forme de reprise du pouvoir. C'est inversé, hein, c'est totalement inversé aujourd'hui. Quand vous entendez, j'entendais l'autre fois un des directeurs de Lidl qui disait, bah oui, là, si on veut recruter, on a un tel problème. Ils testent la semaine de 4 jours. Ça. Et ils veulent aussi donc avoir des propositions de flexibilité pour les femmes qui sont en monoparental, etc. Bon, voilà, parce qu'ils disent tout ça, on ne trouve pas, ils ne viennent pas travailler chez nous. Donc, il faut bien qu'on s'adapte aux besoins des jeunes générations. Mais il y a aussi quelque chose qui est très différent vis-à-vis d'il y a encore peu, c'est les vies qui ont complètement changé, qui ne sont plus linéaires. Les gens, ils ont des vies privées extrêmement diverses, hein, dans une même vie. Vous êtes célibataire, vous vivez avec quelqu'un, vous avez un enfant, vous vivez avec... c'est énormément. La famille, oui, c'est... Voilà. Il y a un lien aussi bougez, et le travail n'est plus... La famille qui est éclatée voilà, aussi et le travail suit, c'est-à-dire que c'est plus avant, il y a 30 ans, vous rentriez dans une boîte quelque part, vous pouviez y faire 20 ans, 25 ans et vous alliez jusqu'au bout. C'est fini. C'est plus des carrières linéaires. Vous allez rentrer dans une boîte, après vous allez créer la vôtre, après vous allez travailler en mission, après vous allez prendre une année sabbatique. Maintenant, vous avez des boîtes qui donnent ces années sabbatiques payées, c'est-à-dire, ils appellent ça une année respiration, pour que les gens aillent se ressourcer, pour mieux peut-être revenir. Donc voici, les vies ont vraiment changé et le travail, longtemps, ne s'est pas adapté à ces vies privées qui changeait ce qu'on appelle le bougisme. Quoi. Et le bougisme fait partie maintenant de nos vies. Quoi. Autre nouveau mot. Chibi Player qui dit « Bonjour, je ne veux pas signer avec une entreprise où il y a de mauvaises conditions de travail. » Oui, tout à fait. Blacky Nounours, j'ai une amie pour avoir bien travaillé avec son équipe qui a eu le droit à une carte cadeau d'une valeur de 20 €. C'est insultant. Oui. C'est normal qu'on n'en ait rien à faire de notre travail quand on voit qu'il n'y a aucun retour. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec tout simplement la société du loisir Aujourd'hui, on a autre chose à faire que travailler. On peut aussi voyager, on peut aussi... Énorme lien, on est rentré dans une société. Ouais, Mathieu. Non, mais c'est très juste, Carmel dit, et je pense que c'est la base de votre enquête dans Oui Demain. Vous êtes beaucoup appuyé sur cette fameuse enquête de la Fondation Jean Jaurès qui avait sorti un chiffre. Vous allez me dire, vous allez peut-être me corriger, mais je crois que ça a baissé de 40 points la place du travail, l'importance en 30 ans. Aujourd'hui, c'est les loisirs au sens très large. Loisirs, mais ça c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas nouveau. Pas que vacances. Vous voyez, quand on parle de la génération, et si on parle aussi de la question que vous posiez sur comment on voit la génération de nos parents, j'ai l'impression que même avant de travailler, en fait, on avait déjà des considérations qui étaient peut-être un peu plus portées sur les loisirs que sur l'aspiration à faire une grande carrière, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a un événement qui a complètement bouleversé et révolutionné le monde du travail, sur lequel on est encore et qui a produit un effet cliquet, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à revenir en arrière, qui est le Covid. Et aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui vraiment ont vu, en passant du temps avec leur famille, en passant du temps dehors, en arrêtant de travailler aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de chômage partiel à cette époque-là, que la place du travail dans leur vie était encore moins importante que ce qu'ils ne le pensaient. Je pense que, après, il faut bien définir, encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, la place du travail dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire pour des gens, en fait, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas activement travailler. Moi, quand je suis sur mon vélo et que je pédale, j'ai l'impression, je travaille. Quand je prends ma douche, je travaille. C'est là aussi, j'ai la chance d'avoir un métier qui permet, en fait, où les idées SM, etc. Valorisant, etc. C'est vrai, cette phrase en disant, ouais, tu l'as eu où ton idée sous la douche, etc. Bon, ben voilà, c'est la place. Mais par contre, en revanche, sur la frontière de l'équilibre pro-perso, le fameux équilibre vie pro-vie perso dont on parle beaucoup, je pense qu'il y a un effacement, en fait, de cette frontière-là. Et si je devais faire la promotion d'une petite chose chez Welcome to the Jungle, moi, je vous engage vraiment à lire la tribune de Sandra Feyodo, qui est une de notre experte du lab et qui nous dit tout en fait dans le titre. Il n'y a pas de vie pro et vie perso, il y a la vie point. Et toute la tribune est sur ça. Et je pense qu'en fait, cette dilution de cette frontière-là, elle est très très intéressante parce qu'il va falloir y répondre en fait. Et que ce soit la semaine de 4 jours ou d'autres modèles, en fait, il va falloir. Ou même plus loin, quand on va sur Reddit, la communauté Reddit, l'énorme évolution des no-work, ne pas travailler. Alors c'est quoi un no-work? C'est un chômeur ou une chômeuse en fait? Non, alors ils se définissent, c'est ni chômeur ni autre. Ils disent un petit peu comme la déserteuse entre guillemets qui travaille, mais qui dit on peut travailler sans
sans être dans une entreprise, sans être payé. Et on va tout droit vers ce que prônent de plus en plus de gens, d'ailleurs droite et gauche, ce qui est étonnant, certains de droite et de gauche, pour les prochaines élections présidentielles où il y aura a priori un débat obligatoire, ça sera celui du revenu universel, qui permettra justement de travailler, mais sans lier la notion de travail à de la production et à quelque chose de mercantile, d'un retour. C'est-à-dire, il y a une différence entre le travail et l'emploi. Vous voyez, c'est un petit peu tout le... Tu vois, et le revenu universel, on recommence, on en a parlé il y a quelque temps, c'était peut-être un peu tôt, c'est vécu comme un peu une douce utopie, et là, on en reparle beaucoup. Et est-ce que vous pensez que le salariat est menacé d'une certaine manière? Parce que je prends un exemple très concret, mais la dernière fois, je discutais avec une amie qui a quitté un peu le monde du salariat, qui est auto-entrepreneuse. Donc, elle a 3 activités différentes. Donc, le lundi, elle fait tel métier, le mardi, un autre, etc. Et donc, souvent... Voilà, et donc souvent on discute de ça. Moi j'ai un parcours très classique, je travaille à France Info depuis 7 ans en CDI et j'ai pas bougé. Et en fait, quand on discute, j'ai l'impression que le travail occupe une place hyper importante dans sa vie, mais à tel point qu'elle a... Elle s'autorise jamais de prendre des vacances parce que sinon elle n'est pas payée. Elle se dit toujours, punaise, mais la semaine prochaine, comment je vais faire pour travailler tous les jours de la semaine, alors que moi qui suis salariée, qui ai des congés payés, finalement je travaille de 9h à 18h et après j'y pense plus. Est-ce que c'est un choix? C'est pas un peu le risque? C'est un choix. Nous on a interviewé à Oui Demain donc celui qui a créé le salon des auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, qui représente quand même maintenant un sacré pourcentage en France. Et lui, il dit non, quand c'est un choix, bien sûr qu'il faut beaucoup bosser, mais pour les 3/4 des micro-entrepreneurs, voire des slasheurs, il y aurait près de 20% de slasheurs et 35% de micro-entrepreneurs. C'est vraiment un choix, et la première raison de ce choix, c'est je veux travailler comme je veux, sans dépendre de quelqu'un qui me dit tu travailles de telle heure à telle heure, tu fais ci ou tu fais pas ça. Alors après, est-ce qu'elle l'a choisi, votre amie? C'est ça. Personne lui a imposé. Mais a priori, 90% de ceux qui sont micro-entrepreneurs le choisissent. Oui, voilà. C'est ça. Alors on a, Syl Gaviel, pardon si je prononce mal ton pseudo, qui dit, donc il travaille dans le bâtiment si je ne m'abuse, puisque tu l'as dit un petit peu plus tôt dans l'émission, et qui dit dans mon entreprise, il manque de personnel, on est obligé de faire 44 heures par semaine, alors la semaine de 4 jours, c'est pas pour tout de suite. On demande même aux futurs retraités de continuer par manque de personnel. Mais pourquoi pas? Les jeunes ne veulent plus travailler dans ces métiers-là. Non, bien sûr. Il y a une pénurie de main-d'œuvre de toute façon surtout dans les entreprises du BTP et l'emploi de la personne qui nous parle. Mais pourquoi pas? Pourquoi il y aurait pourquoi il y aurait pas la semaine de 4 jours dans l'esprit du bâtiment? On y est loin, etc. Peut-être, mais pourquoi? Mais il faut travailler plus par jour, c'est peut-être plus éprouvant que... Pas forcément, il y a des modèles, on va en parler, de la semaine de 4 jours, je crois. Vous ça l'avez arrive. prévu dans l'émission, ça arrive. Mais il y a la semaine de 32 heures. Et d'ailleurs, dans des entreprises qui ont des corps de métier qui sont complètement différents, des cols blancs comme des cols bleus, etc. Donc, avec des systèmes de rotation qui sont... Donc, moi, j'aimerais lui donner un motif d'espoir et de se dire qu'en fait, la semaine de 4 jours, c'est pas que pour... Welcome to the Jungle ou non, parce que les entreprises... Mais allons-y sur la semaine de 4 jours alors. Allons-y. Ça fait son chemin en France, ça? Comment? Ça fait son chemin. Oui. C'est parti d'Angleterre, donc avec un test qui a été, c'est tout jeune, en juin dernier. Les résultats, alors de l'étude, ça coche toutes les cases. Gagnant-gagnant, comme disait l'autre, sur employeur-employé, d'après l'étude, c'est-à-dire... Il y a une expérimentation d'ailleurs. Voilà, bien-être, sur un certain nombre, etc. Mais bien-être pour l'employé, il est moins stressé, il a cette notion de vie privée qu'il peut mieux équilibrer, et du côté, il y a beaucoup moins d'absentéisme, il y a beaucoup moins, évidemment, pas de burn-out, et du côté employeur, beaucoup plus d'efficacité, parce que les gens sont bien, ils sont plus créatifs, ils sont plus impliqués. Tout le monde, il est content. Bon, mais donc ça en Espagne, en Belgique.
En Islande, donc ça fait... Et en France, oui, je regardais, c'était il y a 3-4 jours, À Lyon, le commissaire au travail et à l'emploi Gabriel Attal. européen, non, Monsieur européen. Schmitt, D'accord. européen, a dit qu'il fallait absolument que tous les pays s'intéressent et les entreprises de très près à cette semaine de 4 jours parce que ça allait être une solution pour faire venir les gens justement vers ces emplois en tension, pour redonner envie, pour que ça soit un petit peu plus attractif. Donc oui, je pense que là, on va aller assez vite après. Hein, bon, tout n'est pas si simple, mais je pense qu'on va aller très vite sur cette semaine de 4 jours. Oui. Je suis d'accord avec vous, Armelle. Nous qui l'expérimentons depuis 4 ans chez Welcome to the Jungle. Depuis 4 ans, ah oui, c'est... Depuis 4 ans, juin 2019, on a commencé par un test sur 4 mois ou 5 mois. Et ensuite, on a demandé en fait, aux salariés s'ils voulaient la mettre en place, s'ils voulaient la pérenniser. On s'est fait accompagner aussi. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui veulent pas, je crois qu'il y avait 3% des gens, mais il y en a quand même, ouais. Il y en a 3, 4, etc. Bon, après, c'était anonyme, donc voilà, mais en tout cas, l'écrasante majorité des salariés à l'époque. Et les raisons, peut-être, ça peut être intéressant de celles et ceux qui sont pas intéressés. Justement, en fait, il y a beaucoup de modèles de semaine de 4 jours et les expérimentations que vous avez citées, en fait, elles sont plurielles. Il y en a, nous, on a un système qui, à l'époque, en plus, était nouveau et qui est ramassé. C'est-à-dire que, en fait, comme tout le monde est au forfait cadre, on n'a pas mis en place le volume horaire. Il y en a qui s'inquiétaient, en fait, par leur métier, notamment les métiers de commerciaux, en fait, où une journée d'appel en moins, c'est peut-être une journée de deal en moins, donc voilà, donc une journée pour ne pas atteindre ses objectifs. Donc à l'époque, c'était des gens qui s'interrogeaient plus qu'ils s'étaient pas vraiment, ils s'opposaient pas à la mesure, mais ils interrogeaient ça en se disant si on ramasse en fait le travail qu'on doit faire sur 5 jours, sur 4 jours, ça devient compliqué. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui se passe un peu aujourd'hui dans la grande partition de la semaine de 4 jours en France. Encore une fois, on n'en a jamais autant parlé, mais du coup, c'est intéressant. On a des retours d'expérience et notamment ce cas que vous mentionnez et qu'a lancé un peu Gabriel Attal en grande pompe en février dernier de l'URSSAF de Picardie. Ouais, qui a un peu foiré. Qui a un peu foiré parce que... Il n'y a que 2 employés sur les 200 qui ont accepté. Qui ont accepté de se porter volontaire pour continuer le programme parce que voilà, on se rend compte que faire en fait 10 heures de boulot quand on est maman ou papa ou quand on est salarié aidant ou quand on a des obligations par ailleurs, en fait, on peut pas quitter le travail à 20 heures. Et c'est un peu ce qui se passe en Belgique aussi. Voilà, nous on milite pas pour un modèle ou un autre. Encore une fois, nous on est là pour essayer d'initier une conversation autour de ce dispositif-là, mais on a d'autres dispositifs comme celui d'LDLC qu'on cite souvent, Laurent de la Clergerie, qui a une entreprise, je crois, de plus de 2000 collaborateurs et qui prône, lui, la semaine de 32 heures. Il vient de sortir un livre sur oser la semaine de 4 jours, pas la semaine de 30 heures, mais la semaine de 4 jours. Et par contre, il parle, lui, d'une réduction du temps de travail. Pour des députés comme Pierre Laroutourou, par exemple, dont c'est l'agenda politique, c'est son credo. La semaine de 4 jours égale en fait réduction du temps de travail pour le même salaire. Donc bon, ça a le mérite d'être clair. C'est pour plus avoir de pause déjeuner. Déjeuner et avoir des journées d'une ça densité améliore pas forcément les conditions. Non, c'est pas comme ça qu'elle est vécue. Hein, la bonne semaine de 4 jours. Après, nous, on peut vous en parler. C'est parce que, moi, je la vis un peu au quotidien depuis 4 ans. C'est sûr que ça nous a forcé à optimiser notre temps de travail. C'est sûr qu'on a moins de pauses. Les pauses déjeuner sont peut-être un peu plus courtes. En revanche, en fait, on a supprimé des réunions qui étaient inutiles. On a extrêmement amélioré les process en fait. L'effet positif qu'on observe, c'est le temps la durée des réunions qui est. Ouais, exactement. Ou voir la suppression de certaines réunions qui ne servaient à rien en fait et qui nous permettent en fait d'avancer. Et puis en fait allier au télétravail, etc. Et allier en fait aussi à laisser un peu l'autonomie à des gens d'exercer leur travail comme ils le souhaitent. C'est assez efficace. Donc sa réappropriation de notre temps, je pense que c'est ce qui a gouverné la décision de Jérémy Cléda, donc le fondateur de Welcome to Jungle, de la pérenniser et de la mettre en place. Et ça a des vertus sur je pense, l'optimisation. Effectivement, je ne travaille pas le vendredi, donc j'ai des week-ends de 3 jours. Et puis, ça pourrait donner à ceux qu'on appelait les premières lignes, justement pendant la Covid, qui, eux, n'ont pas accès au télétravail, hein, qui est pour certains aussi une autre façon de travailler, beaucoup plus autonome et avec du temps qui permet de ne plus être gérer sur le mieux, lieu de travail. De leur donner cette journée de temps libre pour faire autre chose. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pour les travailleurs qui ne peuvent ni bénéficier du télétravail, ni de la semaine de 4 jours ? Il y a plein d'autres choses, je pense. Il y a
Non, mais il y a plein d'autres choses. En fait, on peut penser à un milliard de choses. Je pense qu'il y a le temps partiel, par exemple, qui en fait, voilà, il y a les RTT qui existent déjà beaucoup. Il y a aussi, je pense, à tout ce qui concerne en fait la formation, le coaching. On parle de transition en fait démographique, on parle de transition écologique. Je pense que c'est des gens qui aussi aspirent à penser un peu leur futur. Dans le plan, on a parlé de l'IA. Je pense que c'est des gens en fait à qui qu'on peut équiper par de la formation, par du coaching, par d'autres représentants pour se dire voilà, ton métier il va changer demain, il va changer de telle façon, etc. Est-ce que tu veux pas apprendre en fait un nouvel outil, apprendre une nouvelle manière de travailler, etc. Donc il y a tout un panel de choses qui sont déjà d'ailleurs dans les mains, je pense, de pas mal d'entreprises, dont les entreprises du BTP, qui peut profiter en fait à des travailleurs. Mais je pense que voilà, c'est des choses. On se disait le télétravail. Alors c'est vrai, il y a des activités qui sont pas télétravaillables. C'est que pour un type de population. La semaine de 4 jours, c'est que pour un type de population. Je suis pas sûr. Ok, ouais, la semaine de 4 jours, c'est quelque chose. En fait, il faut laisser la possibilité aux gens de choisir. Voilà. Mais c'est ce qu'il demande, hein, c'est que le travail se personnalise. Et le problème de la réforme des retraites, pour revenir oui, j'allais vous dire, est-ce que les politiques c'était publiques d'avoir un peu s'adaptent? standardisé les itinéraires de travail. On a bien vu après, ils se sont dit, ah ouais, mais il y a les femmes, ah oui, il y a ceci, ah oui, on rajoute, etc. Mais qu'aujourd'hui, le mot-clé, s'il y a un mot-clé, c'est personnalisation des itinéraires, des vies, et que chacun veut avoir cette capacité du choix à se former, du choix à changer de métier au cours de sa vie, du choix comme il va changer de vie de nombreuses fois. Il va changer de lieu d'habitation, il va bouger plus, que les générations-là bougent plus que leurs parents ou leurs grands-parents, évidemment. Et ils ont des vies privées qui sont beaucoup plus, là aussi, changeantes. Donc, le travail, je pense que le travail toute une vie dans une même entreprise, ça est sous le sceau qui semble lourd pour certains du salariat pur et dur. Je pense que là, ça a du plomb dans l'aile, oui. Le salariat ? Le salariat pur et dur a du plomb dans l'aile sur toute une vie. Je pense que les jeunes de la génération et celle à venir, la Z et autres à venir, je ne pense pas que le rêve soit celui de rentrer dans une boîte et d'y aller jusqu'à, je ne sais pas quoi, la carte senior, quoi. Ça m'étonnerait. Ça a du bon quand même, le salariat, si on essaie de se faire... Mais oui. Je trouve après j'ai pas de pour certaines personnes. Voilà, j'ai pas de l'idée c'est pas de choisir un camp, mais c'est d'entendre un petit peu les deux parties et vous le disiez précédemment, le prix de l'indépendance a un coût. Oui. Je pense aujourd'hui que et vous l'avez sûrement dit avec votre contact pour qui a beaucoup créé de gens, le salon le salariat ça micro-entreprise. protège. Ouais, ça protège et puis c'est surtout qu'on répercute en fait quand on est freelance beaucoup de choses dont on bénéficie par ailleurs dans une entreprise salariée, les coûts RH, les coûts administratifs, etc. J'ai été moi-même micro-entrepreneur à un moment donné et vous voyez la différence. Le temps que je passais à ne serait-ce que en fait envoyer des factures, etc. La liberté et le sens. Donc il y a plein de gens, qui pensent pas de compte épargne-temps quand on est indépendant. Mais il y a plein de gens qui pensent le travail depuis très longtemps. Je pense à Dominique Méda notamment qui nous dit que le salariat. On l'avait invité d'ailleurs. Ouais. Vous avez bien fait parce que voilà, c'est une grande experte du monde du travail qui nous dit que le salariat a encore de belles heures devant lui parce que justement il protège dans des périodes d'incertitude comme on est en train de vivre aujourd'hui avec toutes les perturbations structurelles, transitionnelles qu'on est en train de vivre. Je pense que le salariat ça protège et ça rassure. Alors il y a salariat et vivre 15 ans dans une boîte, voilà, que l'entreprise faire carrière pendant 15 ans dans une boîte, soit protectrice. Et puis il y a salariat, enchaîner les CDI, ne génère etc. pas cette difficulté, enfin ce malheur au travail, qui est quand même, encore une fois, en France, c'est assez impressionnant. Les les spécialistes sur les bleus à l'âme et autres du travail, c'est quand même c'est impressionnant combien le travail rend malade. Rendre malade. Est-ce que les politiques publiques, est-ce que les politiques tout court s'adaptent à tous ces bouleversements, tous ces changements dans le rapport qu'on a avec le travail? Regardez, toutes ces discussions sur la semaine de 4 jours, oui. Il y a une loi travail qui est en préparation, qui va être présentée normalement avant l'été. Très intéressante, qui aurait dû être quasiment avant les retraites. C'est ce que les syndicats disent. On discute d'abord du travail. Voilà. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui
aujourd'hui, qu'est-ce que Et après, on se les demande gens si on veut mettent travailler derrière, plus longtemps ou et pas. après, on... Donc j'ai Il a fallu regardé. un moment quand même, hein. J'ai envie de Oui. dire enfin, parce que c'était Ouais. quand même un impensé pendant très longtemps. En tant qu'observateur du monde du travail et du monde politique, c'est vrai qu'il y a enfin un alignement. On prend conscience en fait mais il a fallu une réforme des retraites et Ouais, mais des oui, manifestations bien sûr. massives, et voire 82% de la On dit, population ouais. qui sont en défaveur en fait de cette réforme de retraite pour avoir en fait une conversation autour du travail qui était nécessaire et dont on voit l'issue, j'espère heureuse. Mais en tout cas, cette conversation, elle est, elle est essentielle. J'ai regardé un petit peu dans cette loi travail, donc il y aurait la question de rendre le compte épargne-temps universel. Aujourd'hui, ça concerne que certaines entreprises. Donc le compte épargne-temps, c'est quand on ne prend pas tous ses congés, on peut épargner ce temps-là et ensuite soit le prendre plus tard pour faire une grande pause tout en étant payé, soit monétiser ce temps-là. Ensuite, des mesures pour renforcer les services de la petite enfance. Donc pour compenser la perte d'avantages autour des trimestres maternité que va entraîner la réforme des retraites, des indemnités en cas de rupture conventionnelle pour les plus de 55 ans, et il y a aussi, ça j'étais pas sûre, mais il va aussi y avoir donc des expérimentations de la semaine des 35 heures sur 4 jours. Et on a Yann Amat dans le chat qui vous demande quels sont les grands enjeux du travail par rapport au dérèglement climatique. Armelle ? Ah, alors vaste sujet. Eh ouais. D'ailleurs, Allez. pourquoi et lors de cette réforme des retraites, les écologistes, Extinction Rebellion aussi, À quoi bon pour une travailler part, sur une planète qui brûle, quoi. ont beaucoup discuté et argumenté autour de la notion du travail. Donc on aurait pu dire ça, ils vont plus loin que leur... parce que le travail, justement, ils disent, mais c'est totalement lié. D'abord, plus on produit, eux, ils sont pour travailler on pollue. moins. Donc on travaille moins, avec des semaines de moindre d'heures. On produit moins. C'est un petit peu, nous, ce que les gens de déserteurs et etc. nous racontaient. C'est-à-dire qu'on travaille moins, on produit moins, mais on travaille autrement pour le bien commun et pas pour produire obligatoirement. On produit moins et donc on abîme moins la planète. Pour l'écologie, la notion de travail et de productivité est directement liée à la santé de notre planète, à notre santé pour eux, et notre santé mentale, etc., et aussi à une santé sociale, c'est-à-dire du partage, et à la santé de la planète. C'est évident que si on produit moins, la planète souffre moins. Du coup, solution toute faite, la semaine de 4 jours, qui a aussi des vertus écologiques. Non, mais travailler moins pour sauver la planète, ça s'entend. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais travailler Pour moins les pour vivre mieux, comme on écologistes, dit. Mais je pense que c'est quand même aussi un argument avancé par les partisans de la semaine de 4 jours. Le fait de travailler moins, ou de ramasser des activités, c'est de aussi laisser... une critique du système capitaliste tel qu'il est, du travail tel qu'il est intégré à ce système. Bon, beaucoup, voilà. Après, mais la réappropriation des gens de leur temps, c'est... aussi de se dire que ces gens-là, ils sont dans une espèce qu'on dit de fast life, quoi, de tout le temps essayer de voilà. Et en fait, ils consomment aussi, ils produisent, mais ils consomment, etc. Oui. On est toujours voilà, on va chercher en fait à essayer de déjeuner à l'extérieur, etc. Et puis à pas penser en fait travailler ce qu'on fait, etc. plus pour gagner plus, mais pour se dépenser plus. plus voilà, aussi, dans en termes de ce truc, en termes de travailler vertu, plus, je pense consommer plus. Bon, voilà, les écologistes, ils disent non. Travailler moins, consommer autrement, mettez d'autres valeurs que la consommation et la production dans vos vies, voilà. Mais les écolos, ils ont autre chose. Les écolos, ils parient sur un truc. Je dis ce qu'ils disent, je Ouais, prends mais rien du tout. Les écolos, voilà. ils parient sur un truc, ils ont peut-être raison, on verra, mais ils se disent qu'en fait, en donnant un jour en plus aux salariés dans leur vie, ils se rapproprieront peut-être des choses qui sont plus écolos, comme cultiver un jardin, comme se faire à manger, comme acheter des produits bio, etc. Et pas forcément en fait faire des activités au carbone, quoi, ou prendre sa voiture, etc., aller dans la nature, etc. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment une solution. Ouais. Peut-être un petit mot sur l'intelligence artificielle. Énorme, comment l'IA va reconfigurer nos façons de travailler. Elle va tout reconsidérer, notre façon de travailler. Enlever de la pénibilité, peut-être. Enlever de la robotisation, oui. Il va enlever de la pénibilité. Elle va enlever obligatoirement certains métiers. Alors, comme on dit, donc, cette fameuse destruction créatrice, donc il va y avoir d'autres métiers. Le souci, c'est que entre cette destruction créatrice et la création, il y a peut-être des gens. Et au regard d'une formation qui n'a pas toujours, en France, été vraiment particulièrement
bien mise en scène, bien en amont, etc., il va y avoir des gens qui vont se situer là entre deux, quoi. Ok. Mais oui, les métiers vont changer, les métiers vont être moins pénibles, mais l'IA, ChatGPT, etc., c'est les professions dites intellectuelles qui vont le plus souffrir. Hein, là. La valeur ajoutée de certaines professions manuelles, d'un cuisinier, etc., d'un menuisier, pour l'instant, oui, sur les dessins, sur quand il va faire ses plans, etc., ça va être. Mais par exemple, les artistes, gros questionnement sur les artistes. Oui. Hein. Nous, Sur à les Oui Demain, on a graphistes, fait disait dans tout le chat. un débat comme ça avec l'université de Toulouse, en mettant l'IA et un artiste. Vous lui donnez une consigne. Tiens, tu vas nous peindre avec telle consigne. Et les artistes eux-mêmes disaient, oula, d'accord. Oui, quand il y a des ça y allait en consignes. créativité du côté de l'IA. Hein. Ça y allait aussi. Hein. Ouais, Mathieu, sur Moi, l'IA. je suis Moi, très je suis inquiète, plus- juste pour moi- finir, sur Oui, ce pardon. label aux États-Unis et qui arrive en France, où on met sur des couvertures de magazines, sur des campagnes de pub, homemade, pour être sûr que c'est fait par un homme. Fait par un humain. Eh ben, je trouve que quand même, il y a quand même un très, très, très gros questionnement à se poser. Il vous faudra une sacrée valeur ajoutée. Voilà. Ouais. Et il y a des tas de métiers. Si vous êtes juste comptable, il vaut mieux être expert comptable et s'être spécialisé. Si vous êtes journaliste, voilà, vous écrivez des brèves et tout, c'est fini. Moi, j'ai des tas de copains dans des trucs d'événementiel. Le truc pour faire un communiqué de presse, ce n'est plus fait par quelqu'un qui travaille dans la boîte. C'est fait par ChatGPT Co. Ouais, bof. Mathieu, Moi, je suis plus l'IA menace sceptique, ou ouais. reconfiguration Bah, du en fait, travail. Reconfiguration. Ouais, non, mais après, quand j'entends parler de mutation, de révolution par l'IA, etc., C'est une peur classique, hein, que non, les c'est une robots peur classique, remplacent évidemment. les En fait, humains. j'en entends parler depuis longtemps. Après, c'est un sujet que je maîtrise un peu moins, etc., c'est sûr. Mais en fait, je dis bof parce qu'en fait, j'essaie de voir autour de moi. Là, on parle de grand remplacement de la machine sur les professions intellectuelles, etc. Enfin, pour l'instant, je suis désolé, hein, mais depuis que ChatGPT existe, j'ai jamais connu quelqu'un qui est venu me voir en me disant écoute, Mathieu, là, j'ai perdu mon taf parce que, en fait, Pas pour l'instant. la machine, pas Mais pour aux l'instant, etc. Mais en États-Unis, fait, c'est pareil que la regardez, robotique. Si je me trompe, c'est la couverture de Philosophie Magazine. Hein. Ils ont fait pour s'amuser. Ils l'ont fait avec... de SoFoot aussi. avec DLI. Mais Voilà. SoFoot aussi, ils ont fait. non, mais je comprends le débat. Hein, Ça va et vite, c'est c'est les vrai. raisons, ça va vite, etc. Après, on peut le voir aussi comme un saut qualitatif pour des tâches qui étaient complètement répétitives. Les brèves dont vous parlez, etc. Enfin, moi qui suis journaliste, pour dérocher une interview, c'est quand même relou, quoi. Si en fait l'IA peut me faire gagner 3 heures pour ensuite me concentrer sur des tâches intellectuelles un peu plus satisfaisantes, je suis OK. Mais après, Mais encore ça, une c'est fois, bien quand on est en CDI et que notre emploi n'est pas menacé. Mais Exactement, mais même quand avant, on- on ouais, mais même commençait quand- stagiaire ouais, mais- en faisant des brèves. C'était oui, mais même intéressant. quand on Ça est pigiste et apprenait qu'on a aussi. 10 Hein. papiers à faire, si on peut gagner 3 heures en fait sur une commande de papier, c'est quand même assez cool. Ouais, mais vous prenez Après- plus de stagiaires pour faire les brèves. C'est Non, embêtant c'est sûr. pour les Ah, stagiaires. c'est sûr. vous n'êtes pas d'accord sur tout ça. Non, Ah, ben voilà. non. mais ça Mais non, serait- Armel, au non, moins, on n'est pas c'est du d'accord. ping-pong, Mais c'est voilà, bien, voilà, c'est bien. le talk est devenu un vrai Cette débat. société est tellement Non, mais tout dans moi, c'est un peu truc linéaire c'est un que, c'est un voilà. peu, enfin, Un moi, ce peu que de je, nuance, ce que c'est je, bien. ce que je nuance, c'est un peu le tintamarre qu'on en fait, quoi. C'est-à-dire, ça va remplacer tout le monde, etc. Je demande à Pas voir. tout le monde, En fait, mais je demande c'est à une voir. vraie disruption. Pour l'instant, ça fait 2 mois que ChatGPT ou 3 mois que ça existe. Voilà. Enfin, après, c'est mon opinion personnelle, Ah ça ouais. n'engage que Vous moi. allez l'utiliser Mais, chez Welcome Ouais, to the on l'a Jungle déjà utilisé, on le teste, on l'expérimente, Tout le monde et c'est cool. l'utilise, tout le C'est monde. cool, c'est Dans rigolo, toutes les machin, mais moi, ça rédactions, m'a on jamais l'utilise. permis de faire une investigation sur le monde du travail actuel. Voilà, ça me permet d'avancer dans mes tâches quotidiennes, etc. Donc, et je crois que très très peu de gens à la rédaction en fait l'utilisent et me disent ouah, c'est un truc de ouf, ça a complètement changé mon quotidien. Ou alors, et ni personne me dit je suis menacé, Mathieu, là, va falloir qu'on en parle parce que dans 10 ans en fait, ou même dans 6 mois, j'aurais perdu mon taf. Parlez-en avec des étudiants Alors- en fac. Je peux vous dire que ça les arrange bien. Mais, hein. mais après, Donc- j'ai pas parlé aux mêmes personnes que vous, donc bon. Non, mais des étudiants en fac, et ben, les ChatGPT, ils se disent ah mais c'est ouais, normal qu'ils ça soient avance inquiets. bien le Oui, job, oui. hein, Non, ça mais je avance comprends. bien le boulot. Aux États-Unis, en tout cas, donc c'est le fameux rapport de Goldman Sachs. Aux États-Unis, donc 50% des entreprises qui utilisent ChatGPT ont déjà licencié Ouais. et 33% envisagent de le faire Ouais. d'ici la fin de l'année. Ben oui, je Ah, vous c'est dis un point d'avoir pour un vous, ça. stagiaire C'est pas un dans point un pour moi, ça. cabinet d'avocats. Pourquoi vous allez avoir, encore une fois, pas pour aller plaider et faire la grande truc. La valeur ajoutée, elle sera toujours là. Mais vous aurez des métiers comme, par exemple, vous
Condorciet, tous les procès qu'il y avait eu, tous les rapports. Le micro, bref, attention. ce qu'on faisait pendant, ça durait longtemps pour faire des dossiers. Ça risque d'être fait. C'est fait dans des grands cabinets d'avocats américains, déjà par de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner raison. Et en plus, si on rattache un peu au thème central du débat, qui est la place du travail dans nos vies, en fait, on peut penser aussi de voir le verre à moitié plein en se disant que certes, il y aura un remplacement des tâches qui sont assez répétitives, faciles à faire, etc. Parce qu'on n'a pas prouvé encore l'intelligence supérieure de la machine sur l'humain, encore une fois. Mais ça peut donner, en fait, la possibilité de travailler moins à des gens pour le même salaire, etc. Donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire en fait des tâches répétitives qui, par ailleurs, permet aux gens d'avoir un peu plus de temps pour leur famille, leurs loisirs, leur vie. Et ça, c'est bien. On a Earlito dans le chat qui dit la semaine de 4 jours dans la santé, c'est totalement illusoire. Ah bah parce qu'il faudrait sacrément engager, hein, oui. Pourquoi ? Et comme personne n'a envie de travailler dans ces domaines, oui. Il manque déjà, parce qu'il manque déjà du personnel et on ne peut pas... Il faut donc rendre... Alors peut-être qu'en disant vous aurez la semaine de 4 jours, ça sera plus attractif. Et comme c'est plus attractif, plus de gens accepteront de travailler dans l'hôpital ou autre, ou dans l'éducation nationale. Et du coup... Encore une fois, je pense que quand on remplace un cathéter, quand on a fait 120 heures la semaine précédente, je pense qu'on fait mal son taf. Quand on a 4 jours, en fait, on est beaucoup plus productif parce qu'en fait, on s'est beaucoup mieux reposé. Et c'est ce que nous dit l'étude de Grande-Bretagne que vous citiez. Sauf si on fait plus d'heures dans la journée, c'est vrai que... Sauf que non, mais en fait, ce que disait Armelle, c'est très important, en fait, cette association entre temps passé au travail et gain de productivité. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils pourront passer 12 heures sur une tâche. S'ils sont crevés, s'ils ont mal dormi, s'ils ont passé un week-end de merde, parce qu'en fait, ils ont taffé toute la journée, etc., bah, ils feront pas bien leur job. Donc, dans la santé, la réponse qu'on peut faire, enfin, j'essaye, j'essaie de donner une réponse, c'est de se dire que si en fait on passe plus de temps, si tu as kiffé ton week-end et que en fait les tâches que tu dois faire, tu serais incapable de les faire par ailleurs parce que tu as travaillé 120 heures et que tu es crevé, là peut-être que tu seras beaucoup plus productif et beaucoup plus créatif. Et on peut peut-être terminer là-dessus. Kyle CM dans le chat qui dit tout le travail alimentaire risque de disparaître. Pour moi, la seule raison d'accepter l'arrivée de ces IA, c'est la mise en place d'un revenu universel. Mais voilà, c'est pour ça que Armelle, je vous dis que... Je sais que vous en parlez dans votre enquête. Voilà, mais parce que beaucoup de gens, et encore une fois, pas qu'à gauche ou à l'extrême gauche, des gens prônent ce revenu universel. Pourquoi ? Pour aider les gens qui, comme tu disais tout à l'heure, vont être un petit peu entre deux carrières parce que les IA arriveront, l'automatisation, ils n'auront pas obligatoirement eu une formation qui leur permet d'envisager leur métier autrement ou un autre métier. Donc, ils vont être un peu sur le bord du chemin économique. Donc, ça permettra. Ça permettra à des étudiants de vivre avec un petit peu moins de fragilité. Ça permettra de changer de métier aussi avec un peu un filet, et donc l'aspiration au bougisme, on l'a vu, à la bifurcation et à avoir des choix qui changent selon sa vie, c'est aussi une aspiration. Donc tout ça, pour tout ça, et tous ceux qui voudront moins travailler pour sauvegarder la planète, tout ça, le revenu universel, il coche un peu pas mal de cases, quoi. Mais est-ce que quand je dis notre société, est-ce que les politiques sont prêts aujourd'hui à payer des gens sans qu'ils travaillent en retour? C'est pas trop dans l'air du temps, quoi. Je sais pas, mais je me souviens d'une campagne politique. Vous verrez les prochaines élections présidentielles. Je suis sûre ça sera un très gros sujet. C'est sûr que là, aujourd'hui, je peux pas imaginer une campagne de 2027 sans parler de la place du travail dans nos vies, et notamment de la semaine de 4 jours. Mais je crois d'ailleurs que le revenu universel, elle était assez discutée dans la campagne politique. Je crois que c'est Benoît Hamon qui... Il y a pas si longtemps que ça. C'était un peu ancien, quoi. Voilà. Et puis lui, ça avait été vécu comme une douce. Mais c'était peut-être trop tôt. C'était peut-être trop tôt. Et d'ailleurs, Benoît Hamon, qui était un des premiers... en tout cas, tête de gondole politique, a parlé de la semaine de 4 jours à l'époque. Mais le revenu universel, c'est pas dans le programme de la droite, ni même de la majorité qui est au pouvoir en ce moment. Même si ça sera un thème... Pas là, mais je pense, vous savez, ça peut être restructuré avec un autre système social, style RSA ou etc. Vous voyez, être plus large, prendre ça, c'est au programme. Mais ça va être un thème faire central. Une sorte de revenu plus large qui intégrerait prestations sociales et prestations, entre guillemets, universelles liées au travail. Moi, je pense que ça va être peut-être
utile de se questionner là-dessus. Ça, on prend les paris, pour X raisons. On prend les paris. Vous nous réinvitez dans prochaine présidentielle. C'est ça. Voilà. Et on voit. On va enregistrer la séquence et on va voir si en 2027 vous aviez raison. On fera ça. Avec l'intelligence artificielle aussi. Ouais, on verra si les IA ont remplacé. Ça sera plus nous d'ailleurs, ça sera des avatars. Oui, c'est ça. Ils seront en face de vous. C'est ça. On va pas parler. Ne parlons pas du métavers. Là, c'est échec cuisant. Oui, je suis désolé, échec cuisant. Mais je pense que justement, il arrête le métaverse pour complètement aller sur l'IA. Mais on nous disait le métavers, ça y est, c'est fini. Voilà. Mais peut-être que ma version intelligence artificielle n'aurait peut-être pas mis de t-shirt vert. En fait, puisque les IA ne se trompent pas. Bravo Manon, voilà. Magnifique transition. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot? Sinon, on se dit au revoir. Mathieu? Ouais, moi j'aimerais bien, on n'en a pas parlé, mais en fait, il y a un truc qui m'intéresse absolument en ce moment, c'est un peu, c'est pas une obsession, mais en fait, on parle beaucoup de sens au travail, de perks, comme on dit, donc les récompenses, mais vous connaissez etc. plein de mots qu'on ne connaît pas. Ouais, Welcome to Jungle, c'est un peu le truc un peu franglais, quoi. Désolé pour ça, mais non, du salaire, etc. Moi, j'ai une question, en fait, qui un peu m'obsède en ce moment, c'est la capacité des entreprises aussi à façonner des récits et à avoir un narratif qui est différent de celui de la productivité, du no pain, no gain, etc. Je pense que pour attirer un candidat aujourd'hui, en fait, on a tout un panel d'actions, on est tous capables, je pense, même ChatGPT, de faire en fait un guide pratique pour dire il faut bien payer les gens, faut respecter leur équilibre vie pro-vie perso, faut du temps partiel, etc. etc. C'est assez simple. En revanche, façonner des récits qui ne sont pas bullshit et qui sont capables en fait d'embarquer les jeunes générations qui aspirent à du sens au travail, mais aussi à ce qu'on leur dise mon travail il est valorisé, il y a de la reconnaissance, etc. Arrêtez de se moquer des gens, en gros. Arrêtez de se moquer des gens. Et dans un monde qui bouge énormément vite, le bougisme, vous en parliez, des transitions démographiques, de la guerre en Ukraine, du Covid, etc. Je trouve que c'est extrêmement difficile. Et en fait, moi, j'adorais, si j'étais candidat il y a encore 15 ans, etc., avoir une boîte qui me parle en fait de la société dans laquelle je vis et qui m'intéresse pour me dire presque il y a plein de métiers. Attendez, je finis juste 2 minutes. Ce qu'on fait, ça sert, quoi. C'est utile. Pas ce que tu vas faire, mais nous, ce qu'on fait, etc. Et rejoins-nous pour ça. La mission de la boîte, en fait, elle est intéressante parce qu'elle va télescoper à peu près tout ce dont c'est intéressant de parler. Et là, en fait, et peu importe les combats, etc., ça peut être des valeurs. On adhère à des valeurs communes, en fait. Exactement. Juste dire que c'est à tel point qu'il y a un métier en plein essor, c'est tous ces conseillers qui font du storytelling, ça marche du feu de Dieu. Ils vont voir des entreprises et ils racontent une histoire, on va dire, voilà, qui est avec des belles valeurs et des beaux trucs pour donner envie. Non, moi, la seule chose que je trouve super importante, c'est la formation. Si on pouvait avoir une formation tout au long de sa vie, avec des villes apprenantes, notamment, on est un pays où il y en a très peu. Il y a 3 villes apprenantes. C'est un truc de l'UNESCO. Hein, c'est génial, quoi. Je connais. Les villes apprenantes, il y a Clermont-Ferrand, il y a 2-3 villes, alors que, par exemple, en Asie, il y en a plein. Et c'est des villes qui mettent en place justement tout au long de sa vie, pas faire ce qui est tôt c'est Laurent Berger qui disait mais pourquoi la retraite il faut attendre à la fin de la vie, pourquoi on n'aurait pas des morceaux de retraite aussi, c'est-à-dire où on ferait autre chose et apprendre tout au long de sa vie, quel que soit son profil social, quel que soit son profil professionnel, voilà, avec cette capacité de se dire j'apprends toujours, j'ai cette liberté du coup de prendre des chemins de traverse, voilà, qu'on devienne un peu des villes apprenantes, une nation apprenante, ça sera un souhait sur ce monde du travail au sens large. C'est beau tout ça. Merci beaucoup. En tout cas à vous, Armelle Auger, essayiste et journaliste pour Oui Demain, donc votre enquête sur le rapport au travail et tous les bouleversements dans le Oui Demain, donc qui est sorti au mois de mai. Voilà. Et Mathieu Amaré, responsable de la rédaction européenne chez Welcome to the Jungle. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était cool. Chouette. Merci au chat d'avoir énormément participé à cette émission, d'avoir partagé, d'avoir réagi, d'avoir partagé vos petites expériences. C'était chouette, c'était intéressant. Lige dans le chat. Merci à vous. Demain, on se retrouve à la même heure, donc 18h. Et demain, c'est la journée de lutte contre le tabac. Donc, on va interroger justement le rapport qu'on a avec le tabac, comment ça évolue. Voilà, on va parler des cigarettes, des vapoteuses, des puffs, tout ça. Merci beaucoup. À demain et bonne soirée. Salut. Bonne soirée.